Le TP21, le TP d'aujourd'hui, donc, nous permet de comprendre comment accumuler de l'énergie. Donc, je vous ai proposé plusieurs ateliers. Le premier, l'atelier numéro 1, quelle unité choisir pour la valeur de l'énergie? Donc, il existe donc deux types d'unités pour les énergies. La première, ce sera des joules, et la deuxième, ce sera des watts. Alors, comment on obtient des joules? Ce sont des watts fois des secondes. Donc là, ici, je vais avoir des joules, et ici, j'ai des watts fois des heures, et facilement, on comprend que l'énergie E est en watts-heure. Sachant qu'il y a forcément 3600 secondes dans une heure, ben, 1 watt fois 3600 me donnera bien 3600 joules, c'est-à-dire 1 wattheure. Je vous rappelle d'ailleurs que, à ce titre, que la puissance, je vous rappelle, c'est la vitesse à laquelle l'énergie se déplace. C'est pour ça qu'on retrouve l'expression E égale P fois T, qu'on aurait pu aussi avoir comme sous la forme P égale E sur T, entendons l'énergie qui se déplace sur un temps, pendant un temps. Atelier numéro 2, je vous avais donc ici, je vous demandais à partir de différents résultats que j'ai faits, que j'avais trouvés, la manière de, je vous demandais de comprendre comment se fait les transferts thermiques avec plusieurs approches. Le premier atelier, c'est des mêmes masses, mais des matières différentes. Donc, j'ai pris différents objets et je me rends bien compte que la courbe ici du fer est tout le temps en dessous de toutes les autres. Ça montre bien que le fer, la température a baissé beaucoup plus vite pour un récipient tout en fer, de même masse que les autres, que n'importe quel objet, en voyant bien que le dernier qui reste, c'est celui qui est entouré de laine, quel que soit le récipient. On voit bien, on s'en doutait bien, que le fer donc, perd beaucoup plus de température que la laine. Donc, est-ce qu'ils conservent tous l'énergie thermique de la même manière? Non. Atelier donc suivant, même principe, cette fois-ci, l'atelier numéro 3, c'est de comprendre si les mêmes volumes, à ce moment-là, si la matière est différente, est-ce qu'ils transmettent l'énergie de la même manière? Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, pour ça, je vous ai proposé ici donc, un tableau dans lequel il y avait donc capacité thermique et masse volumique. Capacité thermique, on va en parler un peu plus tard, mais c'est des paramètres que l'on va retrouver pour les différents objets s'ils ont la capacité, en fonction de leur masse, à échanger de la chaleur. Donc, si je me rends compte, je vais donc faire le produit de ces deux valeurs. Pour quelle raison? Parce que si je vois le premier, joule divisé par kilo fois degré, joule divisé par kilo divisé par degré, multiplié par la masse volumique, en kilo par mètre cube, je vois bien que kilo sont deux unités qui vont se simplifier. Il ne reste que joule, degré et mètre cube, comme on le voit ici. Donc, forcément, si je fais le produit des deux, je me débarrasse de la notion de masse et n'apparaît que la notion de volume. Et en même temps, la matière est prise en compte puisque on va avoir chaque fois ces différentes colonnes. Je vois que le fer a le chiffre donc le plus grand de tous. La multiplication, le produit des deux, le produit est plus grand que tous. Donc, c'est bien que le fer transfère plus d'énergie à température égale, pour 1 degré Celsius, par exemple. À température égale, le fer transfère beaucoup plus d'énergie que ne le fait, par exemple, le bois, qui est le plus mauvais élève sur le coup, puisque c'est la valeur la plus petite, et on s'en doutait bien. On sait très bien que le bois est souvent utilisé d'ailleurs comme isolant thermique dans les maisons, plutôt que du fer, parce qu'on sait très bien que le bois permet d'échanger le moins de température possible avec l'extérieur. L'atelier suivant, je vous demandais de regarder une vidéo pour que vous compreniez la notion de différents transferts. Et il est vrai que ben, elle était pas mal faite, elle permettait de comprendre quels étaient les différents moyens différents modes de transfert donc de la chaleur. Le premier, on voit ici donc des petites flèches à l'intérieur de la casserole qui est en train d'être chauffée par le feu. Ces petites flèches veulent dire que la matière est en mouvement à cause donc de la chaleur. Donc cette mise en mouvement s'appelle la convection. Ici, on voit la main qui touche le manche de la casserole, qui elle-même est en fer, nous venions de le dire tout à l'heure. Le fer conduit beaucoup la chaleur, transfère beaucoup de chaleur. Donc c'est vrai que si la casserole est un manche en fer, il y a de fortes chances que nous nous brûlions en l'utilisant. On appellera ça le phénomène de conduction. Et le dernier, les petites flèches ici, montrent bien l'énergie rayonnante issue du feu, qui veut donc dire que c'est une énergie de rayonnement. Donc, c'est des ondes, ce sont des photons qui sont émis en fait par l'objet qui est en train de brûler, et ces photons transfèrent également de l'énergie. On parlera d'énergie sous forme de rayonnement.
L'atelier suivant, l'atelier numéro 5. Alors, comment j'ai procédé? Donc, j'ai récupéré, comme le marqué, ici dans un calorimètre. Alors, je vous ai montré ici, je vous ai proposé donc un lien pour le trouver, ce qu'est un calorimètre. Un calorimètre est un objet qui a une enceinte adiabatique. Donc, enceinte adiabatique, ça veut dire une enceinte qui ne permet pas d'échanger avec l'extérieur. Donc, autrement dit, lorsqu'on fait à l'intérieur de ce calorimètre, on fait donc un, une étude thermique, on sait très bien qu'on ne va travailler que sur les énergies qui vont entre le matériau étudié et l'eau autour, par exemple, et non pas avec l'extérieur. Il n'y a pas d'énergie perdue vers l'extérieur, c'est l'avantage d'un calorimètre. L'énergie, est-ce qu'elle est proportionnelle à la température? Alors, c'est ce que je propose ici dans le tableau Excel. Ce que j'ai fait, donc, pour savoir si l'énergie est proportionnelle à delta θ, j'ai donc d'abord calculé delta θ. Comment j'ai fait pour obtenir delta θ? Comme vous pouvez le voir dans le calcul, je me suis servi donc de la température qu'on est en train d'étudier, moins la température qui est présente au tout début. En clair, lorsque j'appuie, je me mets sur cette case-là, je vais faire la soustraction entre 10 et la température, excusez-moi, entre, je me suis trompé, entre 56 et 46, et j'obtiens bien 10, hein, la température au moment où je l'étudie, moins la température au début de l'expérience. Et cette variation de température, je vais la laisser en degrés Celsius. Et je vois que dans mon tableau, il y a donc, si je prends la manière de trouver Q, avec le calcul P fois T que j'ai ici, en rouge, je me retrouve avec une courbe qui est à peu près alignée sur une droite. J'ai tracé d'ailleurs la courbe de tendance, et on voit bien que dans la courbe de tendance, ici, je vais agrandir le temps de l'explication. La courbe de tendance, je vois bien ici que le coefficient directeur est la même valeur que celui d'à côté, que j'ai obtenu avec cette série en dessous, obtenu avec ce calcul-là. Donc, c'était un peu le but du TP, faire le lien entre l'énergie Q qui est donnée par P fois T, et d'ailleurs, j'aurais dû l'écrire comme ça, c'est vrai que c'est peut-être plus P fois T qu'il faut écrire, ou P fois delta T, hein, faites P fois la variation de température. Et donc, je vois que j'ai une droite qui correspond à l'énergie obtenue par ce calcul. C'est ce que l'on va voir dans le texte derrière. On me demande d'ailleurs de faire le lien et de comprendre à la question 17 que l'énergie thermique est égale à m fois c fois delta θ, comme je viens de vous le dire. En faisant le lien avec ce C qui est ce qu'on appelle de nouveau, on le revoit apparaître, capacité thermique massique, c'est-à-dire la capacité, c'est l'énergie thermique, joule, hein, joule, un joule, que doit recevoir un corps pour élever sa température de 1 degré. On pourrait dire c'est la capacité pour que 1 kg de matière s'élève de 1 degré. Donc, si la matière s'élève d'1 kg, s'élève de 1 degré, il faut lui fournir 4180 si c'est de l'eau. Ou on pourra en obtenir pour d'autres si, selon le matériau, c'est la facilité qu'ils aient pour pouvoir travailler. On avait vu tout à l'heure dans le précédent atelier, je crois, la capacité des différents matériaux, hein, comme je l'ai mis ici. Vous voyez qu'à unité donc identique, on se retrouve avec le fer, donc une capacité thermique de plus petite que l'eau, par exemple, ou tous les objets qui sont là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ici, je reprends la définition qui est proposée, hein, c'est l'énergie thermique que doit recevoir le corps pour qu'il s'élève de 1 degré. On voit que donc l'eau va mettre beaucoup de temps pour pouvoir se chauffer d'1 degré, alors que le fer, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, le fer lui va mettre moins de temps, ou les différents matériaux proposés. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous êtes sur la plage, vous voyez que le sable est beaucoup plus chaud que ce que peut l'être l'eau, forcément, puisqu'à température reçue identique, ils sont sous le même ensoleillement, hein, donc, on voit que le sable va s'échauffer beaucoup plus vite que ce que l'eau va pouvoir s'échauffer avec cette valeur de 4180. Une fois que ceci est compris, on se retrouve donc avec cette relation, hein, comme on l'a dit, soit obtenue à partir de P fois T, soit à partir de MC fois delta θ. La relation est identique dans les deux cas. On obtient le même résultat. Donc, c'est un premier point, et dans le titre, hein, comment varie la température d'un masse d'eau en fonction de l'énergie? Eh bien, l'énergie reçue augmente avec la masse de l'objet et augmente avec sa variation de température, sans douter. Ce n'était pas possible, par exemple, la formule à côté, si la température augmente, l'énergie que la matière reçoit ne peut pas diminuer, ce n'est pas possible. Donc, les deux relations qui sont là sont forcément fausses. Atelier suivant, atelier numéro 6, la conductivité thermique. Alors, la conductivité thermique,
Cette question me semble intéressante puisqu'on se l'est tous posée. Lorsqu'on on pose le pied le matin en sortant du lit, on voit que le pied peut ressentir du froid s'il est sur une surface en fer ou s'il est sur une surface en bois différente. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est d'ailleurs pour ça que vous mettrez peut-être des chaussettes, excusez-moi du détail, un peu glauque sur le coup, il est débile. Donc, le principe est simple, c'est que plus la matière va transférer facilement de la chaleur, plus mon contact va être donc forcément petit, important. C'est-à-dire, important, hein, c'est-à-dire que plus la chaleur peut être transférée par le matériau, plus je vais avoir une sensation de froid. En clair, je pose mon pied chaud sur une surface, toute ma chaleur est proposée au support. Si le support ne veut pas l'utiliser, il me la renvoie. On considérera que c'est un matériau isolant. Par contre, si je pose mon pied et que toute la chaleur que je lui propose est transférée au travers du matériau, forcément, c'est que je perds toute cette chaleur et je vais donc avoir une sensation de froid, hein, puisque toute la chaleur que moi j'avais, elle est forcément perdue. Hein. Je vous rappelle que si on s'habille, j'en reparlerai un peu plus tard, c'est pour on superpose des épaisseurs d'habits autour de nous pour que la chaleur de notre corps ne quitte pas notre corps et soit retenue par les habits pour revenir vers nous. Donc c'est ça en fait le principe de conductivité thermique. Hein. Le conductivité thermique, c'est un coefficient qui permet de comprendre combien le matériau peut échanger de chaleur avec l'extérieur. Donc la conductivité thermique, c'est la puissance avec laquelle le matériau peut échanger de l'énergie avec l'extérieur. Il est lié à la puissance. Hein. D'où le terme, donc, si vous le voyez, en watts par mètre par Kelvin. C'est-à-dire que plus la notion d'épaisseur est à prendre en compte du matériau et également le W pour la notion de puissance. Qui a la plus grande conductivité thermique? Forcément, c'est le fer, puisque c'est lui qui conduit plus la chaleur que le bois. Donc s'il conduit plus, la conductivité du fer est beaucoup plus grande que celle du bois. Quelle est l'influence de la conductivité thermique sur la résistance? On voit bien que si on regarde ces éléments-là, la résistance est d'autant plus grande que la conductivité est grande. Donc forcément, la résistance et la conductivité sont proportionnelles, enfin, sont liées les unes aux autres. Proportionnelles, je ne peux pas le dire encore là. Hein. Pourquoi un fabricant ne propose pas le même isolant pour les différentes parties de l'habitation? Tout simplement, on voit bien ici que la toiture échange beaucoup de chaleur avec l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la toiture laisse partir beaucoup de chaleur vers l'extérieur, alors que les murs retiennent un peu plus, vous voyez, la chaleur des murs bruts, hein, ce n'est pas des murs isolés. Et là, ici, des vitres échangeraient également beaucoup moins. Le sol, vous voyez, beaucoup moins. Autrement dit, ça veut dire que l'on perd beaucoup moins de chaleur vers le sol que ce que l'on peut en perdre excusez-moi, par rapport au toit d'une habitation. C'est pour ça qu'il faut mettre des matériaux différents dans le sol, dans les murs et dans le toit d'une habitation. Faire également attention à ce qu'on appellera des ponts thermiques. La notion de pont thermique, c'est le fait qu'il puisse y avoir des échanges d'énergie dus à des superpositions de matériaux. On voit dans ces images ici la notion de pont thermique apparaître, c'est-à-dire que vous voyez dans ces images infrarouges, la couleur est différente suivant le support, avec des couleurs plus vives à certains endroits et plus bleutées à d'autres. Si la couleur est vive, c'est que l'échange de chaleur est plus grand. Vous voyez ici on a un toit, hein, d'accord, avec ici le bas de la maison, les fenêtres, tout ça. On retrouve bien les chiffres qu'il y a ici, avec un échange d'énergie plus important à cet endroit-là, au niveau donc de la toiture. Et ce que j'appellerais un pont thermique, vous voyez, c'est ceci. Ici on a un étage et là le rez-de-chaussée, et on voit ici au milieu un endroit où la chaleur peut passer facilement alors que le reste des murs est bien isolé et reste bleu, c'est-à-dire évite l'échange de chaleur. Donc par un pont thermique, on peut également perdre énormément en fait, de chaleur. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette image-là. L'atelier numéro 7 donc, me propose donc de comprendre quelle est l'étude en fait, de la résistance thermique. Hein, quel est le rôle de la résistance thermique dans les échanges. Donc, je t'ai proposé un document que j'ai trouvé sur un site concernant des isolants en fibre de bois. Donc, la même conductivité, puisque c'est le même matériau, ce sont des fibres de bois. Qu'est-ce qui change chaque fois? Vous voyez bien que ce n'est que l'épaisseur qui change. Nos capacités thermiques, masse volumique ne changent pas. Et ici, on n'a que l'épaisseur qui change.
On voit bien ici que la résistance thermique augmente si l'épaisseur est grande. Il me semble-t-il que c'est évident. Plus le matériau est épais, plus forcément il va avoir de la facilité à retenir l'échange thermique, à éviter que la chaleur ne parte. Donc, sur le graphique, j'ai tracé donc le lien entre la résistance thermique et, je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas bien, la résistance thermique et l'épaisseur, et on voit bien qu'on obtient une droite parfaite. Cette droite ici, presque parfaite, montre bien qu'il y a une relation de proportionnalité évidente entre résistance thermique et épaisseur. Je me rends compte, quand je regarde de plus près, que le coefficient directeur ici de cette résistance thermique est équivalente à 1 sur 0,0038, c'est-à-dire ce que j'appelle la conductivité thermique qu'on avait dans le tableau de départ. Donc la résistance ici thermique a été, donc on voit bien qu'elle est inversement proportionnelle à la conductivité thermique. C'est bien ce que je retrouve dans la formule que je demande d'appréhender ici en bas dans les dernières relations. Euh, Revenons rapidement. On voit bien ici que la résistance thermique dans cette relation du bas, elle est inversement proportionnelle à lambda, elle est cohérente. Celle-ci ne peut pas l'être et celle-là non plus. Pour quelle raison? On ne peut pas résister et conduire en même temps. Ce n'est pas possible. Faciliter et empêcher. D'accord? Ceci n'est pas possible à concevoir. Donc, c'est pour ça que la seule relation était forcément celle-ci. Donc d'ailleurs, cet atelier numéro 7, on le retrouve dans l'atelier numéro 8. Plus le matériau est épais, plus l'échange de chaleur va être difficile et donc la résistance va augmenter. Et donc le lien entre les différentes résistances, vous en doutez bien, c'est les résistances, elles vont s'ajouter. Donc la résistance totale va être égale à la somme de toutes ces résistances. Donc c'est ce que je peux écrire ici, égal, et je mets ici que des plus, vous voyez. Excusez-moi pour l'approche. Donc, comment je m'en doutais de ce résultat? C'est que forcément, la résistance, la somme des résistances, c'est la raison pour laquelle on va superposer des habits lorsqu'on va sortir. On va mettre donc des t-shirts, des pulls, des manteaux pour superposer les couches et avoir un maximum de matériaux dessus. Mais surtout, et je dirais, c'est vraiment là pour ça que je voulais en parler, c'est lui qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle on met des habits souvent avec des duvets, des trucs comme ça, là, vous savez, melotonnés, etc. C'est qu'on emprisonne de l'air. Et l'air est un matériau qui est gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire un matériau qu'on n'a pas à acheter, il suffit de l'emprisonner dans les matériaux. C'est pour ça que dans toutes les habitations, entre les murs et l'isolant, on va obligatoirement laisser un joint, une épaisseur, où de l'air peut circuler pour que cet air puisse jouer le rôle d'isolant. Et on verra que l'air est un très bon isolant thermique et surtout gratuit. Quel est l'intérêt donc d'inverser l'ordre, par exemple, si on voulait isoler par l'extérieur, comme on peut le voir dans cette illustration? Une maison qui est illustrée, qui est isolée par l'extérieur, va surtout éviter tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la notion de pont thermique. C'est-à-dire que si je veux éviter ce pont ici, thermique, à gauche, ben, il suffit que je mette par-dessus une épaisseur d'isolant de façon continue. Donc la maison, une fois finie, elle est bien finie, elle est colorée, tout ce que vous voulez, peu importe, mais elle présente des défauts. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter par-dessus donc, une structure dans laquelle on va placer l'isolant, et cet isolant va empêcher donc, les ponts thermiques de pouvoir échanger avec l'extérieur. Autrement dit, toute la chaleur qui viendrait de l'intérieur de la maison ne peut pas sortir. Et c'est l'intérêt donc d'utiliser une isolation par l'extérieur dans les maisons. Je vous ai proposé donc une vidéo que j'ai trouvée pour faire le bilan du TP. Bilan du TP d'ailleurs que je vous propose maintenant sous la forme donc du cours. Alors le cours, excusez-moi, il est où? Il est là, il n'est pas là. On va changer. Donc là, c'est les sujets. Peut-être que je ne l'ai pas sorti. Voilà, donc les différentes choses que je voulais vous montrer. Donc j'ai mis sur le Padlet les différents transferts de chaleur, donc par conduction, hein, il faut qu'il y ait un passage, il faut qu'il y ait un contact. Convection, ce n'est que un mouvement, c'est lié à un mouvement. Par exemple, l'air qui se déplacerait au-dessus d'une casserole parce qu'il fait chaud, ben, c'est de la convection. L'air qui se déplace au-dessus du radiateur, c'est bien de la convection. Donc ça chauffe la maison. Mais il est vrai que si vous avez froid, vous aurez vraiment envie de vous rapprocher du radiateur et vous allez vous coller sur le radiateur pour qu'il y ait conduction et que l'échange de chaleur soit plus rapide. On peut très bien également, à distance, s'il n'y a pas d'échange de chaleur,
très bien avoir un rayonnement qui est proposé. Il y a beaucoup de systèmes de chauffage maintenant qui fonctionnent comme ça, notamment par exemple aux ateliers dans lesquels vous allez, où il y a pour moi une aberration, le chauffage en plafond, puisque un chauffage en plafond limite la convection, vous en doutez, l'air chaud monte dans une pièce, donc si on met le chauffage en plafond, on va limiter donc ce principe de convection. Mais en fait, en faisant ce système-là, ils ont basé leur étude en privilégiant l'énergie proposée par rayonnement. Donc, si dans la pièce, il n'y a pas de perte de chaleur vers les fenêtres, vers l'extérieur, alors que toutes les pièces sont archi-vitrées aux ateliers, vous voyez l'erreur, donc, on se retrouve avec normalement peu de pertes grâce à un système à rayonnement. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un radiateur en bas de pièce, comme dans toutes les maisons. S'il y a des radiateurs, ils sont placés pratiquement au niveau du sol pour pouvoir permettre une convection en plus du rayonnement, en plus de la conduction. Ici, bilan thermique, pour que vous compreniez ces notions de signes d'énergie dont on va parler en dessous. Les notions d'énergie, c'est-à-dire comprendre que si une énergie est considérée comme positive, c'est qu'elle est captée, elle est gagnée. Hein. Une maison, si elle reçoit de la chaleur de l'extérieur, elle va gagner de la chaleur, donc elle gagnera de l'énergie, elle sera positive. Si par contre elle laisse partir de l'énergie, on l'a vu hein, par les murs, le plafond, les vitrages, il peut y avoir de l'énergie. Vous voyez, comparer les résultats, vous voyez que les toitures, je le disais tout à l'heure, ont des chiffres donc, bien plus importants que les autres matériaux. Et bien, donc, de ce fait, on parlera d'énergie perdue, donc négative. On en vient à la nouveauté, cette énergie interne. L'énergie interne, que je précise un peu plus bas, c'est une énergie en fait qui est liée et au travail des forces dites microscopiques et également à l'échange de température. Alors pour ça, regardons rapidement une vidéo, là, si je y arrive. Je vais y arriver. Donc ici, vous voyez dans cette vidéo que si on voit que la matière, quand elle est solide, elle est constituée de particules, quelles qu'elles soient, et ces particules sont figées les unes aux autres. Donc elles conduisent facilement la chaleur. Il y a très peu d'énergie liée au mouvement. D'accord? Par contre, dans un liquide lui-même, il va y avoir beaucoup plus de mouvements possibles. C'est ce que je voulais voir, en fait, c'est une vidéo que j'ai trouvée. Dans la matière, lorsque l'énergie va se mettre à bouger, on va bien voir qu'elle va bouger, mais de façon assez ridicule. Alors que dans un liquide, par contre, on va voir qu'une matière qui se met à bouger, elle a beaucoup plus de place. Si elle a beaucoup plus de place, elle peut forcément avoir une énergie, un travail plus important. Et s'il y a un travail plus important, forcément, l'énergie qui va être transitée va être plus importante. La fin de cette vidéo, d'ailleurs, est intéressante à ce niveau-là, puisqu'il nous parle, avant de faire un exercice, je vous montre le lien, si vous voulez y aller voir. Hein. Donc, j'ai juste fait cours terminal S. Donc, on se retrouve à la fin, juste rapidement, excusez-moi, je voudrais juste vous montrer ce qui m'a semblé intéressant. Donc, ce n'est pas là. Voilà. C'est le principe donc de. Eh bien, il n'est pas dégourdi. Voilà. Le principe de dilatation. Si la matière peut bouger, forcément, la matière peut se dilater, autrement dit, prendre plus d'espace. Et là, on voit par exemple que pour un liquide qui serait soumis à une température qui serait donc 50 degrés, juste de plus, on voit qu'il y a un petit delta de température, de volume, mais ce n'est pas énorme. Mais encore que si je regardais un solide, vous voyez, ici, le solide, il est carrément la dilatation, vous voyez, le changement, l'augmentation de place prise est vraiment très très faible, voire ridicule. Alors, où est-ce que c'est qu'on le rencontre, ce genre de choses? Dans tout ce qui est dit joint de dilatation. Un joint de dilatation, par exemple, que vous trouverez dans les ponts, quand on passe sur un pont avec les voitures, du moins quand on avait l'habitude de pouvoir rouler, on se rend compte que quand on arrive sur le pont, il y a un bruit à cause d'un joint de dilatation qui permet donc à la structure du pont de pouvoir se dilater, c'est-à-dire augmenter de volume s'il y a une hausse de température proposée. Donc, en augmentant, on lui laisse de la place pour éviter de se tordre et de se casser. Si on ne permettait pas à un matériau de se dilater, à ce moment-là, il prendrait une place qu'il n'avait pas avant, et donc forcément, il y a rupture, donc casse, obligatoirement.
Donc, l'énergie interne est liée à ces travaux, tous les travaux dont je viens de parler, travaux à partir d'énergie donc cinétique et énergie potentielle, comme vous pourrez le lire ici. Je vous l'ai dit, la matière se déplace, donc gagne de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle également quand elles sont à proximité. D'ailleurs, je vous précise donc que dans cette vidéo que je vous montrais tout à l'heure, ils reprennent la notion d'énergie potentielle de façon agréable, donc essayez de le regarder si vous pouvez. Après, on arrive aux relations qu'on a vues en TP. S'il y a un échange au travers d'un matériau, ça veut dire que de l'énergie a pu passer. Plus l'énergie passe vite, plus le matériau est considéré comme puissant, d'accord? Et je prendrai le cas, par exemple, d'un matériau en bois ou en fer. On se doute bien qu'en fer, ici, la quantité de chaleur va passer plus vite. Donc, le matériau en fer est plus puissant. Entendons, il proposera un flux thermique plus grand s'il est en fer que s'il est en bois. La conductivité thermique, je vous propose dans cette leçon là une définition un peu plus complète par rapport à ce que je vous disais, mais je le reprends, hein, c'est la facilité avec laquelle un matériau laisse passer de la chaleur. Hein. La résistance thermique, à l'inverse, s'oppose à ce passage, et donc on retrouve ici la somme des différents matériaux, et bien sûr, je vous rappelle, toujours l'emprisonnement de l'air pour ces soucis de gain d'énergie et de facilité. On peut également voir que le flux thermique est lié lui aussi à la résistance thermique de façon inversement proportionnelle, ben, tout à fait logique. Plus le matériau est résistant, plus le flux de la paroi est forcément, plus il est résistant, plus R est grand, plus le flux est petit. Donc, c'est ce qu'on a ici également. Plus le matériau est résistant, plus R est grand, plus lambda est petit, hein, moins il conduit la chaleur. Plus il résiste, moins il conduit. Donc, à partir de là, je vous propose le sujet que j'ai mis sur le Padlet. Ce sujet de bac 2013, il est très bien à faire parce que je vous présente les grandes lignes, je vais vous le laisser faire seul. Je vous ai mis la correction et donc vous pourrez lire facilement les différentes solutions. Mais ce qui m'intéressait, c'était que ça permet de revenir sur, dans les calculs, à comprendre le lien entre flux thermique, résistance, conductivité, est-ce que je dois associer des résistances? Est-ce que je dois prendre en compte la température du plafond, du grenier avant de commencer? Ce sont plein de petits paramètres pas bien compliqués qui mettent en application simple tout ce que vous avez à savoir sur cette notion de transfert thermique. Je vous encourage à comprendre ce qui est proposé et je vous propose donc demain d'en discuter éventuellement des différents problèmes que vous ayez rencontrés sur ce sujet ou éventuellement sur un autre si demain on regarde des exercices. Merci, bonne journée.